Bienvenue à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser aujourd'hui au Parlement français. Il attendra sans doute, entre autres doléances, un sursaut d'engagement militaire au travers des représentants emblématiques de la Révolution française, révolution qui avait été capable à l'époque, au nom des droits de l'homme et du citoyen, de renverser par la force un despote royal qui maltraitait son peuple. Mais il pourrait bien rappeler aussi l'histoire tragique des assassinats sans fin d'opposants à la liberté et à la vérité depuis des décennies au nom des intérêts russes. Annonciateur de crimes de guerre de Vladimir Poutine que rien ne pourrait arrêter de la même manière si la force n'était pas enfin employée. Le 7 octobre 2006, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, la journaliste russe Anna Politkovskaya est assassinée à Moscou. Une mort sur ordonnance, titre le lendemain le quotidien russe, le Commerçant, aujourd'hui disparu. En effet, elle est exécutée de 4 balles dans l'ascenseur de son immeuble, 2 dans le cœur et les poumons, 1 dans l'épaule et 1 dans la tête, le coup de grâce à bout portant. Ce qu'on appelle dans les services le contrôle-nier Vistrel, autrement dit le coup de contrôle pour achever la victime. Le crime était signé, d'autant que l'on retrouvait à côté du corps les 4 douilles avec un pistolet Marakov 9 mm, une arme couramment utilisée par les forces de l'ordre. Et le 14 décembre 2012, l'ancien lieutenant-colonel du FSB, les services de renseignement fédéraux russes, Dmitri Pavlyuchenkov, est condamné à 11 ans de camp à régime sévère par un tribunal de Moscou pour avoir organisé l'assassinat, en lien avec des Tchétchènes considérés encore comme des terroristes. Un fusible pour brouiller les pistes à l'évidence et contenter la communauté internationale fort émue qu'on s'en soit pris à l'une des figures les plus emblématiques de la liberté de la presse contre la corruption, la torture et la guerre en Tchétchénie. Car Pavlyuchenkov n'est qu'un agent qui agit donc sur ordre, et sur ordre de qui? Qui dirigeait au plus haut niveau de l'État le FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, réorganisé dès 2004 par Vladimir Poutine lui-même, devenu président de la Fédération de Russie. À la date de sa mort, Anna Politkovskaya est déjà la 21e journaliste tuée en Russie depuis l'élection de Poutine en 2000, selon Reporters sans frontières. Mais ils sont loin d'être les seuls. Des oligarques souhaitant lutter financièrement avec le pouvoir, des avocats dénonçant les manipulations financières de Moscou, ou encore des opposants de tous bords critiquant les manœuvres illégales du camp Poutine, ont été supprimés aussi. Revenons ici alors, si vous le voulez bien, sur quelques-uns d'entre eux, pour se donner un aperçu des crimes croissants et annonciateurs de ceux d'aujourd'hui. Premièrement, Sergueï Magnitsky, un avocat fiscaliste mort de manque de traitement au fond d'une geôle russe. Il souffrait notamment d'une pancréatite aiguë. Il avait dénoncé la plus grande fraude fiscale commise en Russie par une 60aine de fonctionnaires connus sous le nom des Intouchables. Il travaillait notamment pour le compte de l'homme d'affaires américain Bill Browder, qui, après avoir approuvé la politique de Vladimir Poutine pendant une dizaine d'années, s'est mis alors à dénoncer les oligarques russes, le système politique de la kleptocratie, mais également le président russe lui-même. Bill Browder n'est pas moins celui qui déclara sur CNN le 15 février 2015, information relayée par la plupart des médias internationaux, que Poutine serait l'homme le plus riche du monde. Une fortune estimée à 200 milliards de dollars,
soit 10% du PIB de la Russie, amassés, tenez-vous bien, selon Broder, en détournant les investissements publics russes, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les services publics, lesquels se trouveraient en Suisse, où ils constitueraient 10% du montant total des dépôts bancaires étrangers. Broder est bien sûr depuis une cible des autorités russes qui l'ont fait passer pour un criminel, recherché par Interpol en émettant une notice rouge dès 2018, sorte d'alerte aux allures trompeuses de mandat d'arrêt international, et à 6 reprises par erreur, pour sans doute se dédouaner a posteriori de poursuites sans fondement. Comble du comble, les autorités russes l'accusèrent en novembre 2018 d'avoir fait emprisonner Magnitsky en prison. On se demande bien comment et surtout pourquoi. Deuxièmement, Boris Berezovsky. C'est l'un des plus influents oligarques et hommes politiques de Russie qui est retrouvé mort dans sa baignoire en Angleterre, le cou bizarrement enserré dans un morceau de tissu suggérant un suicide. Il s'était exilé pour avoir pris position contre Vladimir Poutine, notamment au sujet de la guerre en Tchétchénie, mais également le génocide du peuple tchétchène par l'armée russe et l'atteinte aux libertés. De Londres, Berezovsky accusait en particulier le président russe d'être impliqué, tenez-vous bien, en tant qu'ancien chef du FSB dans l'explosion de 3 immeubles en 1999 qui avait fait 300 morts à Moscou et à Vologdansk, officiellement attribués aux terroristes tchétchènes pour justifier le déclenchement, ni plus ni moins, de la seconde guerre de Tchétchénie, laquelle, il faut le savoir, avait permis à Poutine de devenir suffisamment populaire pour accéder à la présidence. Boris Berezovsky dénonçait également l'escalade autoritaire du régime, avec un Vladimir Poutine qui avait pour projet d'instaurer un pouvoir dictatorial, prêt à un coup d'État au terme de son dernier mandat pour rester au pouvoir. Berezovsky fonda alors en 2002 un nouveau parti politique, Russie libérale, pour s'opposer à Poutine lors des élections législatives. Or, la principale figure de ce nouveau parti, Sergueï Loutchenkov, est assassiné en avril 2003 et Berezovsky est exclu de son parti peu après. Là encore, Moscou renverse les rôles, accuse ce dernier de fraude, de blanchiment d'argent et appelle au renversement par la force du pouvoir constitutionnel russe pour espérer l'extrader et s'en débarrasser. En vain. De sorte que Berezovsky se met à financer la révolution orange en Ukraine, du nom des manifestations contestant les élections truquées à la présidence ukrainienne de 2004, obtenues avec l'appui médiatique, politique et logistique de Vladimir Poutine. Or, la révolution orange a conduit à l'annulation par la Cour suprême du scrutin et à l'organisation d'un nouveau vote qui donna la victoire au candidat d'opposition Viktor Lotchenko, ouvrant alors la voie au rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN et l'Union européenne. Troisièmement, rien d'étonnant alors à ce qu'Alexandre Litvinenko, un ex-lieutenant-colonel du FSB, meurt à son tour en Grande-Bretagne d'un empoisonnement au polonium-210, une substance radioactive très rare et très difficile à détecter. Il avait en effet été lanceur d'alerte en 1998 en déclarant à la presse que sa hiérarchie lui avait donné plusieurs missions illégales, notamment l'ordre de tuer Boris Berezovsky. En 2016, l'enquête publique menée au Royaume-Uni, le fameux rapport Owen, conclut que Litvinenko avait probablement été tué dans une opération spéciale du FSB, avec l'autorisation du directeur FSB Nikolaï Patrouchev et du président russe Vladimir Poutine.
Conclusion confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2021, qui a condamné notamment la Russie à verser à sa veuve 100 000 € de dommages et intérêts. Bien sûr, le Kremlin a annoncé qu'il n'entendait pas se conformer à cette décision. Quatrièmement, Stanislas Markelov. C'est un avocat spécialiste des droits de l'homme au sein du Rule of Law Institute qu'il avait créé, ainsi que journaliste d'investigation russe. Il est abattu en 2009 à Moscou d'une balle dans la tête en pleine rue, alors qu'il quittait une conférence de presse à moins d'1 kilomètre du Kremlin. Anastasia Baburova, une journaliste du Novaya Gazeta, essaya de le venir en aide. Mal lui en prit, elle fut aussi abattue. Stanislas Markelov avait en effet défendu Anna Politkovskaya, mais aussi Mikhail Beketov, l'éditeur d'un journal d'opposition qui sera également par la suite laissé mort. Mais également de nombreux Tchétchènes pour les exactions commises par l'armée russe lors des 2 guerres russo-tchétchènes. Parmi ses clients, il y avait même des victimes de l'OMON à Blagovetchensk, unité des forces spéciales du ministère de l'Intérieur russe, et de la prise d'otage du théâtre de Moscou où, on s'en souvient, 128 civils périrent après l'assaut des mêmes forces spéciales. Rappelons au passage que la version officielle faisait état de gaz paralysant utilisés lors de l'assaut, mais que 74% des Russes en 2010 ne donnèrent aucun crédit à cette version. Or, Markelov était sur le point de faire appel devant une cour internationale de la décision de relâcher un certain Yuri Boudanov. Boudanov, un officier russe convaincu de crimes de guerre, mais également d'avoir violé puis étranglé une jeune Tchétchène de 18 ans. Une ancienne cliente de Markelov, Elsa Kungaeva, avait porté plainte contre lui car il était sur le point, anormalement, d'être libéré 15 mois avant la fin de sa peine. Selon le journaliste et spécialiste militaire Pavel Felgenauer, qui écrit notamment pour Novaya Gazeta, les détails du meurtre impliquent les services spéciaux russes. Violence de l'attaque par un seul tireur masqué, en plein jour dans le centre de Moscou, planification et surveillance professionnelle, pistolet muni d'un silencieux, aucune doléance du président Dmitri Medvedev et du Premier ministre Vladimir Poutine, ce qui devenait habituel quand les opposants étaient tués de sang-froid. Mais comme si ce n'était pas assez, la justice russe trouva les pigeons rêvés pour endosser les crimes. Un Russe de 31 ans, Nikita Tikhonov, et sa compagne de 26 ans, Evgenia Kassis, tous deux ayant bien sûr agi seuls. Aucun regret, bien évidemment, de la part de l'autorité russe à en condamner un à la prison à vie et l'autre à 18 ans de prison pour complicité. Surtout quand on apprend qu'ils sont présentés alors comme membres d'un mouvement néo-nazi. Et peu importe qu'ils se soient rétractés de leurs aveux 2 mois après leur arrestation, obtenus selon eux sous la menace et la torture des forces de police. Cinquièmement, souvenons-nous encore du journaliste Nikolaï Adrouchenko, passé à tabac dans la rue et qui décédera à l'hôpital de Saint-Pétersbourg 6 mois plus tard. Cofondateur du journal Novi Petersburg, il enquêtait sur les liens entre la ville de Saint-Pétersbourg et le crime organisé, notamment dans les années 90, lorsque Vladimir Poutine était employé à la mairie de la ville. N'oublions pas non plus la journaliste tchétchène et militante des droits humains, Natalia Estemirova, enlevée en 2009 près de son immeuble de Grozny, puis retrouvée morte peu après, son corps criblé de balles. Gardons à l'esprit
le leader du front de gauche, Sergueï Ouldatsov, envoyé en camp de travail pour avoir soi-disant préparé un coup d'État. Evgeny Ourlatchov, tête de la liste du parti Plateforme Civile, stoppé net par des poursuites judiciaires. L'oligarque Mikhail Khodorkovsky ou le milliardaire Prokhorov, tombés en disgrâce jusqu'à renoncer à leurs ambitions politiques. L'historien et ancien journaliste Vladimir Kara-Murza, empoisonné à l'aide d'une substance toxique inconnue, mais connue pour avoir régulièrement poussé l'Union européenne et les États-Unis à émettre des sanctions à l'encontre de l'entourage de Vladimir Poutine. L'ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille Yulia, empoisonnés à Londres au Novichok, substance neurotoxique, l'espion ayant été accusé par le Kremlin de haute trahison après avoir vendu des informations aux services secrets britanniques. Vous le voyez, la liste est indéfinie et serait trop longue ici. Aujourd'hui, il ne reste plus en fait qu'un certain Alexei Navalny et l'ancien génie des échecs Garry Kasparov pour incarner un semblant d'opposition à Vladimir Poutine. Et encore, le premier est enfermé dans les geôles du régime, quand le second est réduit à tenter de peser médiatiquement après un exil forcé pour sauver sa vie. Comme lui, l'opposition russe semble désormais condamnée à vivoter depuis l'étranger, bannie ou réduite à l'impuissance. Mais, sixièmement, arrêtons-nous surtout, pour finir, sur le cas particulier de Boris Nemtsov. Nemtsov, ancien vice-premier ministre de Russie et figure du mouvement démocrate, qui fut lui aussi tué en pleine rue à quelques mètres du Kremlin, 4 balles dans le dos. Il était en effet devenu un vif opposant à Vladimir Poutine, en pointe dans la contestation de la crise économique dans son pays au profit d'un système libéral. Boris Nemtsov était engagé pour l'égalité des droits et l'opposition féroce au conflit impérialiste censé restaurer la gloire de la Grande Russie. De plus, militant de la vague de privatisation à la fin de l'URSS, il figurait à l'époque en bonne place dans l'esprit des dirigeants du pays et de Boris Yeltsin comme possible successeur. Entendez bien. Possible successeur à diriger le pays et notamment Boris Yeltsin. Car tous alors étaient en vogue d'un rapprochement avec l'Occident. Mais le président russe lui préféra Vladimir Poutine, qu'il avait nommé lui-même à la tête du FSB, puis au poste de président du gouvernement comme véritable rampe de lancement. Ce qui fut, on le sait, la période charnière de son ascension fulgurante au pouvoir. Mais alors, pourquoi un tel choix? Eh bien parce que, et peu de personnes le savent, Poutine, tenez-vous bien, avait fait échouer l'enquête menée à l'époque contre Boris Yeltsin pour corruption par le procureur général Yuri Skouratov, notamment selon le média allemand Correctiv. Il fallait faire cesser cette procédure fort embarrassante diligentée par le procureur général sur les actifs du président en Suisse et stopper, selon Poutine, cette dangereuse trahison à pactiser avec les intérêts occidentaux au plus haut sommet de l'État russe. C'est pourquoi aussi le Congrès des députés du peuple, organe vestige de l'époque soviétique, s'est retourné contre Boris Yeltsin, en tentant, il faut le savoir, de le destituer à 3 reprises durant son mandat, considérant que ses réformes économiques allaient mener la Russie à sa perte. Comment alors Vladimir Poutine s'y serait pris pour sauver la tête du président,
par un mensonge d'État, discréditant le procureur général, rien que cela. On appelle ça le compromat en Russie, largement utilisé par les services secrets russes depuis la guerre froide. Autrement dit, l'utilisation de dossiers compromettants permettant au besoin de détruire la réputation de l'individu ciblé. Pratique qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'affaire de la sextape de Benjamin Griveaux. Souvenez-vous, l'ancien porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron, puisque l'affaire fuita via l'artiste russe Piotr Pavlensky et se solda, tout de même, par l'empêchement de la candidature de l'intéressé à la mairie de Paris. Laissant planer, il est vrai, le doute d'une déstabilisation russe dans ces élections, parmi d'autres, dans le monde occidental. Mais revenons à la Russie. Le 18 mars 1999, la télévision russe est mise à contribution pour diffuser une vidéo sulfureuse sur laquelle on voit un homme ressemblant à Skurtov avoir des relations sexuelles avec deux jeunes femmes. Celui-ci niera être l'homme en question, mais Vladimir Poutine certifiera que ses experts ont établi définitivement qu'il s'agit bien de Skuratov. Remplacement immédiat du procureur général par un certain Vladimir Oustinov, inféodé au pouvoir, qui tassera bien sûr toutes les affaires en cours. On apprendra également, toujours selon le média allemand Correctiv, que ce scandale aurait été inventé de toutes pièces par Vladimir Poutine lui-même, lui permettant au passage de mettre la main sur le système judiciaire russe, fort utile pour ne pas être inquiété sur sa propre carrière politique, ou à l'inverse, évincer ses ennemis par de nouvelles poursuites judiciaires à leur basque. Du moins, tant qu'ils comprennent qu'il est dans leur intérêt de n'avoir qu'une casserole judiciaire, plutôt que d'être éliminés purement et simplement. Ainsi, en coulisses, après avoir sauvé Boris Yeltsin, Vladimir Poutine pouvait à présent le faire chanter, en lui enjoignant par exemple de lui céder le pouvoir à ses conditions, sous peine de laisser la justice faire son travail et le Congrès des députés du peuple avoir toutes les raisons d'obtenir sa destitution. Une destitution qui serait une infamie, bien sûr, terrible pour lui, mais aussi toute la Russie au plan international, ce dont il était hors de question au Kremlin et faisait consensus. Il n'y avait plus alors qu'à suggérer à Boris Yeltsin une sortie par le haut, comme une démission pour éviter le licenciement pour faute lourde, mais aux conditions de Poutine. C'est-à-dire, notamment en faisant amende honorable sur ses fautes et ses faiblesses d'avoir cru dans un système libéral, justifiant de laisser les clés du pouvoir à son sauveur et au sauveur de la nation ce faisant, Vladimir Poutine. Le contre-pied parfait, en tout cas, aux égarements de la politique menée, et qui rétablirait la seule Russie qui compte, la Russie impériale et anti-occidentale. Un coup de maître quand on y pense. On comprend mieux alors la démission surprise du président russe Boris Yeltsin au nouvel an 1999, permettant à Vladimir Poutine de devenir président par intérim. Dans une vidéo enregistrée et diffusée à minuit, où il demanda de manière insolite pardon à la nation. En des termes qui méritent ici d'être rappelés pour mesurer la grande manipulation dont aurait été capable l'ex-chef du FSB pour qu'un président en exercice lui mange dans la main et dénonce le rêve illusoire du modèle capitaliste dans lequel ce dernier pourtant croyait. Je cite Boris Yeltsin. « Je veux vous présenter mes excuses pour le fait que beaucoup de nos rêves ne se sont pas réalisés. Et ce qui semblait simple s'est avéré
douloureusement difficile. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à certains des espoirs de ces gens qui croyaient que nous pouvions sauter d'un seul bond, d'un seul coup, d'un passé gris, stagnant et totalitaire vers un avenir brillant, riche et civilisé. J'y croyais moi-même. Je pensais qu'un saut suffirait et que nous surmonterions tout. Mais un saut n'a pas suffi. Cela se passe de commentaires. En conclusion, tous ceux qui connaissent l'histoire, comme tant d'autres secrets inavouables de la Russie sous Poutine, sont bien sûr des témoins gênants à éliminer. Y compris ceux qui entraveraient le déclenchement et la poursuite des guerres les plus folles décidées par un dictateur plus que jamais assoiffé de pouvoir et de revanche géostratégique. Boris Nemtsov, l'opposant politique de premier plan, avait été un dangereux concurrent à un moment clé de la carrière de Poutine pour gagner la présidence. Il restait un ennemi idéologique majeur en capacité d'introduire le libéralisme occidental en Russie. Et il était un témoin gênant qui connaissait vraisemblablement les secrets des grandes manœuvres de l'ex-chef du FSB pour faire chanter Boris Yeltsin et arriver au pouvoir. Rien n'a arrêté l'élimination systématique et méthodique des opposants, menée par un nouveau dictateur tchéquiste que l'on a vu pourtant arriver de très loin depuis des décennies. Tous ceux sans exception qui se sont mis en travers de sa route en ont payé le prix de leur vie le plus souvent. Il n'en est pas non plus à son coup d'essai à guerroyer avec ses voisins. De la Géorgie à la Tchétchénie, de l'Arctique à la Syrie, au Caucase, en passant par l'Ukraine qu'il avait déjà meurtri, en tuant femmes et enfants, vieillards et parfaits innocents qui ne demandaient qu'à vivre en paix chez eux. Tout cela parce qu'ils ont eu le malheur d'être différents de lui, et désormais même parce qu'ils croient dans son délire paranoïaque, qu'ils sont dangereux pour lui. Il s'agit d'une véritable épuration ethnique et idéologique, aux fins de néocolonisation fasciste, par un nouveau Staline impitoyable, qui commet tous les jours des crimes de guerre, pour ne pas dire des crimes contre l'humanité. Il l'a fait implacablement dans son pays. Il continue à le faire en le revendiquant à la face du monde, dans une surenchère agressive et haineuse face caméra. Pourquoi en serait-il différemment aujourd'hui en Ukraine et au-delà, au plan international, si personne ne l'arrête? Que dirions-nous? Que ferions-nous tout simplement si Hitler avait envahi aujourd'hui l'Ukraine, prétendant bien sûr qu'il ne s'arrêtera qu'à l'Ukraine? Si c'était votre famille, vos enfants, qui étaient bombardés dans n'importe quelle ville de France, des femmes enceintes, des écoles, des hôpitaux, des résidences éventrées comme à Mariupol, obligeant à l'exode d'un peuple martyrisé, laissant absolument tout derrière eux, par la folie d'un seul. Resterions-nous là à des sanctions économiques qui d'ailleurs ne font qu'aggraver aujourd'hui la barbarie du tyran, intensifiant son armée, ses bombardements et déstabilisant au passage le marché mondial avec la famine qui rôde dans les pays sous-développés? Ne voyez-vous pas que Poutine compte sur notre faiblesse pour poursuivre inlassablement la route qu'il a tracée depuis belle lurette dès son arrivée au pouvoir? L'histoire nous a-t-elle donc rien appris? Oui,
Nous en sommes intimement convaincus. Il faut arrêter d'être lâche par peur d'une troisième guerre mondiale ou nucléaire. Il faut arrêter ce massacre ignominieux pour ceux qui seront tués encore aujourd'hui, pour tous ceux qui sont morts, pour nous avoir prévenus du cas Poutine au prix de leur vie, et pour tous ceux encore dont la mort ne servirait à rien si nous ne faisions rien de décisif contre lui. Poutine pariait sur notre immobilisme militaire, sur nos atermoiements démocratiques malgré le front uni des nations. Et les faits lui ont donné raison. Bien au contraire, pour stopper la conquête de Poutine et l'escalade vers une troisième guerre mondiale ou nucléaire, ayons le courage de l'arrêter à tout prix, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Une guerre intelligente peut en réalité se mener sur de multiples fronts, pour entrer en résistance et gagner de nombreuses batailles de l'ombre, y compris au Kremlin. Suggérons vivement, dès à présent, à la relecture de cet article ou de cette vidéo, les recettes de Poutine dans les coulisses du pouvoir devraient nous inspirer contre lui. C'est ce que nous a appris Anna Politkovskaya, dont je rends un vibrant hommage, qui n'a jamais renoncé à lutter contre le terrorisme d'État en rappelant une simple phrase: comment pourrais-je vivre avec moi-même si je n'écrivais pas la vérité?